20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Il est 20h sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 20h l'invité, votre rendez-vous politique de la semaine. Ce soir, nous sommes avec Cédric Villani, député non inscrit de la 5e circonscription de l'Essonne. Bonsoir Cédric Villani. Bonsoir Manon Blangy. Vous êtes aussi conseiller du 14e arrondissement de Paris et mathématicien. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est un plaisir. Au programme, la gestion de l'épidémie est-elle sous contrôle? On se pose la question alors que plus de 4200 malades du Covid-19 se trouvent désormais en réanimation. Une première depuis novembre dernier. Le système hospitalier est de plus en plus sous tension. On évoquera un possible reconfinement avant de faire le point sur la situation de la culture à l'arrêt depuis maintenant plusieurs mois. La loi climat continue d'être examinée cette semaine par les députés en commission. Cédric Villani, on va le voir, vous avez déposé des amendements jugés irrecevables. On s'arrête également dans 20h l'invité sur le niveau scolaire des élèves français qui semblent faillir d'année en année. Une situation que les confinements et l'enseignement à distance n'aura sûrement pas aidé. Et puis on revient sur votre séparation, Cédric Villani, avec La République En Marche. Une séparation qui avait fait longuement réagir. Vous pouvez d'ailleurs réagir et poser vos questions à Cédric Villani tout au long de cette émission. Pour ça, hashtag Fréquence ESJ sur Twitter ou sur notre page Facebook. 20h l'invité en direct jusqu'à 21h avec Cédric Villani. C'est parti. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Pour commencer cette émission, on s'arrête ensemble, Cédric Villani, sur une des actualités fortes de ce mardi 16 mars. C'est le mot du jour choisi par la rédaction politique de Fréquence ESJ. Et ce mot, c'est autotest. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert aux autotests de dépistage contre le Covid. Ils seront en vente dès cette semaine. On pourra les retrouver au supermarché ou dans les pharmacies. Cédric Villani, ces autotests, c'est une bonne nouvelle pour l'évolution de la crise, selon vous ? C'est une excellente nouvelle. Alors, il y avait eu déjà des progrès considérables sur les tests. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me faire tester dans la pharmacie à quelques pâtés de maison de chez moi. J'ai pu voir à chaque fois combien le personnel qui s'en occupait était dévoué et combien le résultat était venu rapidement. Mais alors, ces autotests, ils posent quand même un problème majeur. Si les personnes se font tester chez eux, ils sont par exemple positifs, rien ne va les obliger, rien ne va garantir qu'ils vont se déclarer positifs à l'assurance maladie. Et donc le tracing des cas contacts va être un peu plus compliqué avec ces autotests. On est sur un système qui, de toute façon, repose sur la confiance qu'on accorde aux individus. Dans tous les cas, même pour le tracing, je vous rappelle, si vous avez les symptômes, c'est votre responsabilité d'aller vous faire dépister. Vous vous retrouvez Covid+, c'est votre responsabilité que de vous isoler, d'éviter de transmettre. On va quand même pas prendre nos concitoyens pour des gamins. Il s'agit de faire confiance aux uns et aux autres. Donc vous faites confiance aux Français. Merci Cédric Villani. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ. Dans quelques minutes, on s'arrête sur la situation sanitaire en France, une situation qui s'envenime, notamment en Île-de-France. Avant ça, des mathématiques à la politique, on apprend à mieux vous connaître, Cédric Villani. Votre première élection en 2017, la course à la mairie de Paris. On fait le tour de votre parcours des bancs de l'École normale supérieure à ceux de l'Assemblée nationale. Bonsoir Axel Rebaud. Bonsoir Manon Blangis. Cédric Villani, bonsoir. Bonsoir. L'École normale sup, donc, mais aussi le lycée Louis-le-Grand, l'université Paris-Dauphine. Vous êtes diplômé de tous ces établissements. Est-ce que être surdiplômé, ça vous a servi en politique ? Je pense que ce sont deux choses différentes. Et que je suis arrivé en politique dans la foulée, dans la suite de mon parcours en sciences, avec un projet particulier, qui était cette articulation entre le monde scientifique et le monde politique. C'est ce qui explique en particulier que je sois maintenant président de l'Office parlementaire scientifique. Évidemment que les diplômes et les récompenses que j'ai obtenues dans ma carrière universitaire, en particulier la médaille Fields, ont contribué à ma légitimité pour occuper ce poste. J'ai été réélu président de l'Office parlementaire scientifique alors que j'étais rattaché à aucun groupe parlementaire. Et j'ai été élu comme le seul candidat. Enfin, personne ne s'est présenté contre moi à l'élection, bien sûr, parce que j'avais cette légitimité. Cédric Villani, vous dites voilà, ça vous a servi donc en légitimité. Jamais on vous a reproché que le fait d'être bien plus diplômé que la majorité des Français, ça pouvait poser problème lorsqu'on doit justement en tant que député représenter tous ces Français. Non, c'est jamais un reproche qui m'a été fait. Des reproches, j'en ai eu quantité. Celui de pas être, on m'a dit, de pas forcément être
suffisamment à l'écoute, ou pas forcément ceci, ou pas forcément cela. De toute façon, quand vous faites une campagne, on vous accuse de tous les maux, mais je crois que jamais on m'a accusé d'être trop diplômé. Qui vous accusez en particulier, justement? Vous parlez notamment en campagne pour les municipales de 2020, on imagine. C'est normal dans une campagne où vous faites attaquer de tous les côtés, ça fait partie des règles de l'exercice. Ça fait partie du jeu. Au début, pourtant, vous ne vous destiniez absolument pas à une carrière politique. Vous êtes donc membre de l'Académie des sciences, professeur des universités, mathématicien. Qu'est-ce qui vous a amené à ce virage vers la politique, Cédric Villani? C'est pas on a souvent l'impression, ou beaucoup de gens qui m'interrogent ont l'impression qu'il y a eu une rupture, où d'un coup en 2017 je me suis lancé en politique alors qu'avant j'étais purement scientifique. Ça s'est pas passé comme ça. Dès après la médaille Fields, dès 2010, je me suis engagé dans un paquet de projets liés à l'ouverture vers la société. Je suis devenu président d'association, je suis devenu créateur de ciné-club, j'étais directeur d'institut. Et pourtant jusqu'à présent vous n'aviez jamais eu de mandat politique. Jamais eu une élection. Il y avait, et j'étais engagé en politique dans les think tanks, dans les laboratoires d'idées, dans les groupes de réflexion dès 2010. Dès 2010, vice-président du groupe laboratoire d'idées fédéraliste Europa Nova, bien connu dans les milieux europhiles, très peu connu peut-être dans les milieux qui ne s'intéressent pas à la question européenne. Je suis un fédéraliste revendiqué parmi ceux qui croient que l'avenir de la France est dans une Europe bien mieux construite et que l'avenir de l'Europe passe par une intégration politique. Et justement, alors forte. Cédric Villani, votre premier mandat en tant que député, c'est avec La République En Marche. Pourquoi La République En Marche? C'est justement pour leur vision européiste? C'est absolument justement pour la vision pro-européenne. Et quand l'élection de 2017 est arrivée, c'était pas mon intention de me présenter à ce moment-là. Et puis j'avais en tête que le jour où je chercherais un mandat, ça serait un mandat européen sans doute. Vous savez, j'ai été membre du premier conseil scientifique de la Commission européenne. Pendant des années, j'ai fait les allers-retours très réguliers à Bruxelles, discussions avec le président de la Commission européenne, avec des conseillers, avec des commissaires sur des sujets scientifiques et des sujets de politique européenne en général. J'avais en tête que ce serait sans doute un mandat européen. Et puis l'élection de 2017 est arrivée. Souvenez-vous, cette élection qui était semblable à aucune autre, avec tous ces rebondissements chaotiques, et puis cette candidature qui a émergé avec Emmanuel Macron et La République En Marche. Et là, vous avez donc été séduit par le futur président de la République. Je me suis dit, vous savez, un projet qui est aussi européen et qui marque une campagne qui est marquée aussi européenne, c'est peut-être quelque chose dans lequel il faut que je me lance avec conviction. Alors après, il y a eu des soubresauts, des choses inattendues. Par exemple, on aura effectivement l'occasion de parler. J'ai appris dans le journal, vous savez, que j'étais candidat aux législatives. C'est le genre de choses inattendues. Je ne savais pas. C'était une fausse nouvelle, évidemment. Mais ça arrive sans arrêt. Tout à l'heure, je vous parlais des attaques. Les fausses nouvelles, elles arrivent sans arrêt aussi. Comme ça, une rumeur avait échappé à quelqu'un dans la presse. Vous avez lu une rumeur ou peut-être une fausse nouvelle distillée exprès. Tout arrive. Vous ne vouliez pas, à ce moment-là, vous lancer à la municipale de Paris? C'était pour la législative. Je parle de la législative de 2017. D'accord. Et justement, vos débuts également politiques, c'est notamment avec Anne Hidalgo du Parti Socialiste en 2014, lors des municipales pour Paris. Vous présidez son comité de soutien et vous la soutenez pour ces municipales. Mais vous précisez à cette époque que vous n'êtes ni de gauche, ni de droite, ni au centre. Vous êtes quoi alors, Cédric Villani? Un scientifique engagé en politique avec une forte conscience de l'intérêt public, du pouvoir de la transmission et de tout ce que... Donc ça n'a pas changé aujourd'hui, vous dites toujours aux gens quand on vous pose la question, vous n'êtes ni l'un ni l'autre, ni au centre, rien du tout. Exactement. Pourtant, lorsque vous avez quitté La République En Marche, on y reviendra plus tard, plus en détail, bien entendu, vous avez rejoint le groupe donc, écologie, démocratie et solidarité, un groupe plutôt au centre-gauche. Aujourd'hui, même s'il a disparu ce groupe, est-ce que vous avez quand même une sensibilité de gauche? D'abord, il n'a pas vraiment disparu, puisqu'il existe encore en tant que collectif, et on discute ensemble tous les jours avec les membres restants du collectif. Pourquoi c'est plus un groupe? Parce qu'un groupe, ça demande au moins 15 députés à l'Assemblée. Donc quand on est passé de 15 à 14, après quelques défections, on a perdu le statut de groupe, mais on existe encore en tant que collectif, et on échange sans arrêt des informations. Ce matin, il y avait une réunion de groupe, on va l'appeler ça comme ça, et nous sommes extrêmement liés. Écologie, démocratie, solidarité, classez-le comme vous voulez, mais on sait exactement ce qu'on voulait et ce qu'on veut encore. De l'écologie, de la démocratie, de la solidarité. Il n'y a pas de transition écologique sans démocratie, parce qu'une transition écologique sont des forts choix démocratiques dans lesquels la société entière doit s'engager. Il n'y a pas de transition écologique sans solidarité forte, parce que s'il y a une injustice, la transition écologique ne se fait pas. Très bien, donc toujours ni à droite, ni à gauche, ni au centre. Merci beaucoup, Cédric Écologiste, démocrate, solidaire.
20h l'invité, en direct, jusqu'à 21h. Près de 30 000 nouveaux cas de Covid enregistrés au cours des dernières 24 heures. La tendance à la hausse des contaminations continue de se confirmer de jour en jour. Nous aurons à prendre de nouvelles décisions dans les prochains jours, a prévenu Emmanuel Macron hier. La possibilité d'un confinement en Ile-de-France, voire même national, se rapproche. On voit ça juste après Let Me Reintroduce Myself de Gwen Stefani sur Fréquence ESJ, It's and Talk. 20h14 sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Et je rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité de Fréquence ESJ sur nos réseaux sociaux. Les nouveautés musicales, par exemple, que vous allez pouvoir écouter, les coulisses des émissions, mais aussi les articles, vidéos et reportages. Tout ça est disponible sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Vous avez simplement à taper Fréquence ESJ un peu partout. Avant d'aller faire un tour sur les réseaux sociaux, Cédric Villani, député non inscrit de l'Essonne, est toujours avec nous et on aborde maintenant la gestion de la crise sanitaire. La France a passé la barre symbolique des 90 000 décès liés à la Covid-19. Le président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, alerte lui sur les malades qui souffriront des soins déprogrammés à cause des hôpitaux pleins. Axel Rebaud, le gouvernement semble aujourd'hui de plus en plus enclin à reconfiner la population. Cédric Villani, un an, jour pour jour, après le début du premier confinement en mars 2020, 24 000 nouvelles contaminations par jour en moyenne. Est-ce qu'on reconfine le pays, oui ou non ? C'est pas à moi de décider, c'est pas à moi de le conseiller. Mais ce que j'observe, c'est qu'on est tout proche du reconfinement, sur le bord du reconfinement, sur le fil du rasoir depuis un moment déjà. Ça fait un mois déjà qu'on a vu les courbes regrimper, les indicateurs commencer à s'affoler. Alors, ça n'a pas du tout été une progression aussi exponentielle, aussi systématique que ce qu'il y avait il y a un an. Non, pourtant, les chiffres ont stagné vers 20-25 000 nouvelles contaminations par jour. Donc les chiffres étaient très mauvais. Ça fait maintenant plusieurs mois que les experts et les professionnels de santé alertent sur la situation. Est-ce que donc vous appelez le gouvernement à reconfiner aujourd'hui ? Moi, j'appelle les processus, les procédures à bien se faire. Procédure qui se fait bien, c'est le conseil scientifique qui rend ses avis, qui les publie, qui sont examinés, qui sont discutés. Un gouvernement qui rend compte devant les citoyens en disant voilà les recommandations et les analyses faites par le conseil scientifique, voilà la décision que nous prenons en mettant tout en balance. Mais pourtant justement les scientifiques, la communauté scientifique notamment. Aussi, vous parlez de confinement national, je vous rappelle qu'effectivement il y a un an c'était une question nationale, aujourd'hui c'est une question régionale. Justement la question du confinement, sous quelle forme est-ce qu'il faudrait, justement on vous interroge, qu'est-ce que vous préconiseriez, quelque chose de national ou plutôt local vous dites ? Oui, quelle région ? Est-ce que vous appelez donc plutôt à confiner Paris, la région parisienne ? Attention, ici, quel est mon rôle ici ? Je ne suis pas un scientifique. Non, mais vous êtes député, vous représentez les Français, notamment de l'Essonne, qui sont en région parisienne. Je représente tous les Français. Mais vous êtes l'ensemble de la nation. De l'Essonne, et je suis président de l'Office parlementaire scientifique, avec en charge en particulier, cet office a en charge l'évaluation de la stratégie vaccinale du gouvernement et celui de donner des avis, de vérifier, d'auditionner sans arrêt pour voir comment se déroule la stratégie. Encore tout à l'heure, nous avions une audition avec le professeur Odile Launay, spécialiste en vaccins, pour lui demander des informations par rapport à cela. Et très important que le conseil scientifique, qui a fait du bon travail depuis le début, le conseil de Jean-François Delfrécy, soit écouté, qu'on voit bien à quel point les analyses sur lesquelles il s'appuie sont solides, et c'est ma conviction profonde, et à quel point chaque fois qu'il met sur la table le besoin d'agir de façon urgente, se soit écouté. À mon sens, au cours des derniers mois, si j'ai un reproche à faire à l'ensemble des parties prenantes, c'est qu'on n'a pas vraiment bien compris quelle a été l'articulation des décisions. À aucun moment on a dit très clairement voilà ce que dit le conseil scientifique, voilà la réponse que nous allons faire. Pour vous, le gouvernement a été assez flou, assez opaque sur les discussions en interne avec le conseil scientifique ? Opaque, c'est pas le bon mot, puisque ces avis du conseil scientifique sont rendus publics. Je vous parle ici de la façon de communiquer et d'expliquer comment tous les éléments sont à prendre en compte. Première remarque, la France est ni le pays qui a le mieux résisté à la crise, ni celui qui a le moins bien résisté à la crise. Il y a une étude internationale qui classe la France dans les pays... Mais c'est un peu facile de dire, voilà, on n'est pas les pires élèves, donc finalement on peut continuer. Là, parce que vous parlez... J'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est ni les pires, ni les meilleurs. Il y a une étude internationale qui classe les pays. Il y en a une en ce moment qui circule avec 2 grandes universités américaines aux manettes, qui classe les pays à travers le monde en 3 grands groupes.
les pays dans lesquels il y a un contrôle et dans lesquels les choses sont gérées dès le départ. Cédric Villani, Les pays dans lesquels il y a ça se fait par consensus avec les questions démocratiques, et les pays dans lesquels c'est le chaos. Par exemple, Grande-Bretagne est classée dans la catégorie chaos, la France est classée dans la catégorie consensus. Pourtant, la Grande-Bretagne, eux, vaccinent beaucoup plus que la France et semble être bien parti pour sortir de son confinement. Alors, évidemment, lorsque l'on parle des chiffres, vous avez raison, et la grande stratégie à faire. La question des chiffres, justement, vous donnez, on n'est pas les pires, on n'est pas les meilleurs. Il y a différents professeurs et professionnels de santé qui alertent, notamment donc Axel Kahn qu'on a cité plus haut dans l'émission. Donc le président de la Ligue nationale contre le cancer, il alerte que des milliers de personnes risquent de mourir des suites de traitements retardés à cause des hôpitaux submergés. Cédric Villani, comment est-ce qu'on peut empêcher ça ? Et il a raison, et ça fait partie de l'équation. Tous nos systèmes de santé est en train d'alerter pour dire qu'ils sont aujourd'hui dans une situation critique. Et il alerte aujourd'hui, mais il alertait déjà il y a plusieurs mois maintenant, alors que les chiffres étaient très très hauts déjà début janvier. Axel Kahn lui dit qu'on aurait dû confiner dès la suite des fêtes. Les chiffres ont légèrement augmenté depuis. Maintenant, si on confine maintenant, alors que les chiffres sont finalement en fin de compte légèrement plus hauts qu'en janvier, est-ce que c'est pas un aveu du gouvernement de dire finalement on a eu tort de ne pas confiner plus tôt ? Le choix est extraordinairement difficile, on le sait bien et on le savait, confiner et pas confiner. Certes, quand vous confinez, bien sûr, vous réduisez la propagation de l'épidémie de façon très forte, c'est un coup de marteau sur l'épidémie. On a vu aussi tous les effets néfastes considérables du confinement. On a vu les effets sur l'ensemble de la psychologie, sur l'économie, sur la psychologie, la santé mentale des Français. Mais finalement, on en parlera tout à l'heure, je pense, quand on viendra à la question des universités. Absolument. Mais pour moi, ces problèmes, et en particulier liés aux restrictions sanitaires, même hors confinement, les restrictions sanitaires qu'on a vécues ces derniers mois dans l'université sont un problème de santé absolument considérable et qui n'est pas pire au niveau de l'ensemble du pays pour le futur que l'épidémie en elle-même. Donc finalement, Cédric Villani, vous préférez grave, je veux dire. Finalement, vous préférez ne pas vous mouiller, dire on devrait confiner ou on ne devrait pas confiner. Il y a des risques des deux côtés. Vous préférez rester neutre Ici, sur la question. Notre travail, mon travail de parlementaire, c'est de vérifier que les processus sont bien remplis. Et là, on sait qu'aujourd'hui même, il y a des consultations, c'est que le président Macron a reçu une délégation du Conseil scientifique, on sait qu'il y a eu le nouveau rapport, le dernier rapport du Conseil scientifique qui est en train d'être rendu public. Et bien sûr, on est dans une nouvelle situation critique où, évidemment, on ne peut pas laisser la situation aujourd'hui telle qu'elle est. Merci Axel Revaux, merci Cédric Villani. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ. Vous avez peut-être des questions en tête pour Cédric Villani sur la crise sanitaire que l'on vient d'aborder ou sur un sujet qu'on n'abordera pas forcément ce soir. Eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur Twitter avec le hashtag FréquenceESJ ou sur notre page Facebook. On les pose pour vous en fin d'émission. Roselyne, il va falloir se battre plus fort pour nous avant qu'ils ne se tirent tous. Les mots de l'actrice Annie Dupéret envers la ministre de la Culture étaient forts vendredi dernier lors de la cérémonie des Césars. Le secteur culturel espère toujours une réouverture rapide, mais aucun protocole sanitaire n'est établi. Et pour cause, le contrôle de l'épidémie est en ce moment la principale préoccupation du gouvernement, on l'a vu. Alors, que faut-il faire pour sauver la culture ? Bonsoir Théo Grévin. Bonsoir Manon, bonsoir Cédric Villani. Bonsoir Théo Grévin. La culture est loin d'être la priorité des Parisiens, c'est ce que vous déclariez lors de votre campagne pour les municipales à Paris l'année dernière. Est-ce qu'aujourd'hui, après un an de crise sanitaire, vous pourriez dresser ce constat pour la France entière ? Ce que je vois, c'est à quel point notre système de culture a souffert, et dans bien des cas, de décisions qui n'avaient pas de justification étayée. Et s'il y a bien quelque chose qu'avec du recul, on peut dire, c'est quand il fallait décider qu'est-ce qui devait rester ouvert, qu'est-ce qui pouvait rester ouvert, qu'est-ce qui devait être fermé, il aurait fallu s'appuyer beaucoup plus sur des études, sur les faits, sur les publications. Et est-ce que vous avez l'impression que les Français ont été solidaires avec le monde de la culture ? Il n'y a pas eu de manifestation pour dénoncer justement le fait que les salles de cinéma, les théâtres ne rouvrent pas, alors qu'il y avait des études qui montraient que ce n'étaient pas des lieux de contamination. D'abord, il y a eu effectivement des études très marquantes. Il y a eu en France, l'étude menée par le professeur Arnaud Fontanet qui a bien montré que les lieux où on se contaminait en priorité, c'était avant tout les lieux de repas, le cadre professionnel ou le cadre privé, mais pas les interactions telles que interactions dans les lieux de culture. Et puis il y a cette étude allemande, si je ne dis pas de bêtises, qui est sortie le mois dernier, qui mettait les lieux de culture tout en bas
de la liste des lieux de contamination. On se contamine 6 fois plus à l'école et 5 fois plus dans un supermarché, c'est ce que disait cette étude. Pourquoi le gouvernement n'en tient pas compte ? Alors ça, c'est pas à moi qu'il faut demander. Mais moi, je pense, c'est très important qu'on en tienne compte. Je faisais partie de ceux qui avaient appelé les librairies à rester ouvertes. Maintenant, pour les librairies, il y a eu un phénomène de solidarité important au sens où il y a eu un rebond considérable des ventes des librairies dès que les règles sanitaires ont été relâchées. Et les librairies sont désormais essentielles ? Elles sont considérées comme essentielles désormais. Est-ce que ça doit devenir pour l'ensemble des lieux de culture ? Est-ce qu'un cinéma peut être considéré comme essentiel ? Moi, je crois qu'il faut surtout plus dire essentiel, non essentiel. C'est absolument dégradant si vous vous retrouvez non essentiel. Et je pense que c'est uniquement sur les questions de taux de contamination qu'il faut décider d'ouvrir et de fermer. Mais justement, c'est quoi votre souhait aujourd'hui pour les lieux de culture ? Est-ce qu'on doit tout rouvrir ? Ou là, au vu de la situation épidémique qu'on vient d'exposer, on attend encore un petit peu ? D'abord, il faut le voir au cas par cas, région par région. C'est pas le même débat en Ile-de-France où tout est saturé, ou dans les Pyrénées où les indicateurs sont beaucoup moins inquiétants. Et ensuite, il faut le faire au cas par cas. Mais je pense qu'il faut y aller avec souplesse, surtout cohérence. On accepte les contraintes fortes, les uns et les autres, à 2 conditions. J'ai l'impression qu'il y a de la justice et de la cohérence. Et qui aurait ce pouvoir de décision ? Les maires, les préfets ? Ça relève des deux. Alors c'est normal que vous ayez les préfets en tension, en dialectique ou en dialogue avec les maires. C'est normal. Les préfets appliquant la doctrine de l'État, les maires étant là pour défendre en disant ici il faut garder ce soit plus ouvert. C'est un dialogue que j'ai vu, que je vois sans arrêt sur le terrain, comme quantité de députés, j'assiste 2 fois par semaine à ces réunions qui font intervenir les préfets avec l'ensemble des acteurs du département. Très instructif, très intéressant. Et là, on voit à quel point il y a besoin de souplesse et de cohérence. Tout à l'heure, vous nous disiez que vous ne vouliez pas nous donner votre avis sur le confinement. Là, vous nous dites très clairement, en Bretagne, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de contamination, on peut rouvrir les lieux de culture. Ah, moi, je vous le dis, ça, absolument, très clairement. Et puis, il faut voir. Plus c'est en plein air, si c'est en plein air, vous pouvez y aller beaucoup plus franchement que si c'est confiné. Il faut y aller au cas par cas avec souplesse et cohérence. J'insiste sur la cohérence. C'est la même chose sur le débat, si vous voulez, pour les universités. Je veux bien qu'on ferme tout ou qu'on ouvre tout à risque égal. Mais c'est juste insupportable, quand vous êtes étudiant en université, de se dire on peut aller au boulot. On y viendra. On reviendra, Cédric Villani, sur le sujet des étudiants. Le sujet, non seulement par rapport à mon parcours professionnel, mais aussi par rapport à ma circonscription, pour moi, est ultra sensible. 2 dates intéressent maintenant les professionnels du secteur culturel, celle de la réouverture, donc il n'y en a pas, et le 31 août, date de fin de l'année blanche pour les droits au chômage. Est-ce qu'il faut une seconde année blanche ? Je pense que dans un secteur sinistré, c'est quelque chose qui se justifie. Et s'il y a une réouverture à l'été, ça voudrait dire que ces professionnels peuvent travailler, pourront travailler. Pourquoi on leur donnerait alors cette année blanche ? Écoutez, attendons d'abord de voir comment ça se profilera en été. Et puis ensuite, on verra. Il y a j'insiste, au-delà de ces questions, année blanche ou pas année blanche, les dégâts psychologiques sur l'ensemble du secteur sont considérables aujourd'hui. Et quand on parle de ces perspectives à venir, c'est aussi pour donner autant que possible une note d'espoir. Il y a beaucoup de dégâts, mais c'est comme d'autres secteurs. Le secteur de la culture a été impacté, comme le secteur de la restauration. La ministre de la Culture expliquait ce matin sur RTL que les professionnels du secteur devaient se rendre compte de la chance d'être en France. Est-ce que ces professionnels, selon vous, devraient se montrer moins durs, plus reconnaissants ? D'abord, vous me parlez c'est difficile de comparer ce qui se passe dans le secteur de la restauration et ce qui se passe dans le secteur de la culture. On est sur des problématiques différentes. D'un côté, bien sûr, dans les lieux de repas, on se contamine beaucoup plus et donc c'est quelque chose de plus exposé. D'un autre côté, les restaurateurs peuvent, dans bien des cas, se débrouiller pour faire du click and collect, pour faire de la vente en extérieur, alors que pour un théâtre, c'est pas possible de vendre le produit à l'extérieur. Donc on est sur des configurations assez différentes et c'est dur de comparer. Merci Cédric Villani. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV.
inscrire la préservation de l'environnement dans la Constitution. Les députés ont voté solennellement pour aujourd'hui. Alors est-ce une solution ou un simple coup de com' alors que la loi climat est en ce moment examinée? On creuse ce sujet que vous connaissez bien, Cédric Villani, dans moins de 3 minutes. Juste après Pull Me Closer de Dimitri Vegas sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Il est 20h31 sur Fréquence ESJ. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. 20h l'invité, c'est en direct jusqu'à 21h. Et notre invité depuis ce début d'émission est Cédric Villani, député non inscrit de la 5e circonscription de l'Essonne. Et vous êtes aussi mathématicien, on le rappelle. On s'arrête maintenant, comme on le disait, sur un sujet que vous connaissez bien, Cédric Villani. Tout à l'heure a eu lieu le vote solennel des députés sur le projet d'intégration de la préservation de l'environnement dans la Constitution. Les députés ont largement voté pour, une étape qui intervient avant le référendum voulu par Emmanuel Macron et qui doit être confirmé par un vote identique au Sénat. En parallèle, le projet de loi climat est examiné et donne lieu à des échanges nourris à l'Assemblée. Théo Grévin. Cédric Villani, vous avez voté pour ce rajout de la préservation de l'environnement dans la Constitution. Oui. C'est un acte fort, une belle avancée en faveur de l'écologie ou un coup de com' du gouvernement? Écoutez, c'est une bonne avancée, mais franchement, pour moi, c'est pas quelque chose de spectaculaire et je vais vous dire pourquoi. On l'a déjà voté, moi j'ai déjà voté comme d'autres députés au printemps 2018. Donc on l'avait déjà voté, ça faisait partie de la réforme de la Constitution de l'époque. Il y avait eu tout un ensemble de discussions chaudes pour savoir exactement quelle devait être la formulation de l'environnement. Ce qu'on vient de revoter maintenant, c'est exactement la même chose que ce qu'on a voté il y a 2 ans. Donc aujourd'hui c'est un acte symbolique, qu'est-ce que ça va changer? Ça va dans le bon sens. Ça va pas être une révolution, mais ça va dans le bon sens. Mais qu'est-ce que ça va changer en faveur de l'environnement? Alors, ce qui change quand on change la Constitution, vous savez, il y a une partie qui est symbolique et il y a aussi des conséquences qui se retrouvent dans certains arbitrages du Conseil constitutionnel sur long terme dans l'équilibre des lois. C'est un processus de long terme. Donc, selon vous, il y aura une obligation de résultat suite à cette modification? Alors attention, ça dépend de la façon dont chaque mot sera pesé. Si vous voulez, regardons les choses en même temps que cette modification de la Constitution est effectuée. Nous discutons une loi sur le climat qui est très en dessous de ce qu'il faudrait faire. Donc je ne pense pas qu'en soi, ce changement de l'article 1 soit une révolution. Sinon, si c'était une révolution et si le gouvernement le voyait comme une révolution, il aurait aussi dans le même temps proposé une loi climat et résilience qui serait à la hauteur. Or, ce n'est pas le cas. Ça doit maintenant être validé par le Sénat. Aucune certitude quant au fait que le référendum aboutisse, puisque le Sénat est majoritairement à droite et que les sénateurs souhaitaient justement, on parlait des mots tout à l'heure, que le verbe agir pour la préservation de l'environnement soit remplacé par le verbe garantir. C'est une excuse valable, Cédric Villani, pour voter contre? Écoutez, je suis très attaché au bicaméralisme. C'est pas aux députés, c'est pas à l'Assemblée nationale de dicter sa loi au Sénat. Je le dis avec d'autant plus d'importance pour moi que je préside un office qui est bicaméral, dans lequel il y a 18 députés et 18 sénateurs. Et donc, je ne donne aucun conseil, aucune consigne, aucune revendication au Sénat. Cependant, la remarque que je vais faire sur la procédure, pour moi, c'est pas un référendum la bonne façon de gérer ce changement de l'article 1, c'est un vote en congrès avec l'Assemblée plus le Sénat. Donc faire participer tous les citoyens, ce n'était pas une bonne idée? Pour moi, ça fait courir un risque inutile à cette évolution. On sait que dans la Ve République, chaque référendum pour l'instant a fini par se transformer en référendum, en vote politique pour ou contre le gouvernement en place. Et pour moi, c'était faire courir un risque inutile à cette modification. Et selon vous, est-ce qu'il va être suivi ce référendum? Est-ce qu'il va intéresser les Français? Alors, je pense que j'en ai déjà suffisamment dit sur ce que je pense de cette action. Je ne sais pas quand est-ce que ce référendum il pourrait avoir lieu, très franchement, parce que quand vous regardez les périodes entre le moment où on va sortir des élections liées aux régionales, des élections régionales, le moment où on va rentrer en campagne pour les présidentielles, quand est-ce qu'il pourrait avoir lieu? Je ne sais même pas. Quand vous faites les comptes, vous ne voyez pas quel est le moment du calendrier où on pourrait le caser. Mon collègue Mathieu Orphelin l'a dit et répété sur tous les tons, ce référendum ne pourra pas avoir lieu parce qu'il n'y a pas d'endroit pour le caser dans le calendrier. Et peut-être bien qu'il a raison. 3,3 sur 10, c'est la note qu'ont adressée au gouvernement les 150 membres de la Convention citoyenne sur le climat concernant la reprise de leurs propositions. Cédric Villani, vous lui mettez quelle note au gouvernement?
Moi, je suis là-dessus tout à fait de l'avis de la Convention citoyenne pour le climat. Et c'est une ironie un peu que les institutions mises en place à cette occasion-là se retournent contre le gouvernement en la matière. Pour vous, le résultat est plus que mauvais? Le résultat est mauvais. Le 8 mars, justement... Je ne sais pas ce que vous entendez par plus que mauvais, ça veut dire très mauvais, mais le résultat n'est juste pas à la hauteur, même je dirais, il est incohérent. Nous avions, sortir des Gilets jaunes, souvenez-vous, ce geste très fort, démocratique, du président qui installe la Convention citoyenne, et qui c'était en sortie du grand débat, plus précisément, et qui lui confie une mission importante sur l'acceptabilité sociétale de la transition environnementale et sur les mesures. Vous avez un autre geste fort du président, il faut s'en souvenir, qui est l'installation du Haut Conseil pour le climat. Un comité d'experts, celui-là, qui est chargé de challenger, de soumettre à épreuve, de dire au gouvernement son avis sur ce qui est mis en œuvre. Donc, ces deux gestes forts aboutissent à un rejet. Le Haut Conseil pour le climat a noté très négativement le gouvernement, la Convention citoyenne pour le climat a noté de façon très mauvaise également le gouvernement. Le 8 mars, le projet de loi climat et résilience est donc arrivé à l'Assemblée. 5000 amendements ont été ajoutés par les députés. Vous en aviez proposé notamment sur l'artificialisation des sols. Ils ont été rejetés. Pour quelles raisons tous ces amendements sont rejetés? Beaucoup d'amendements ont été rejetés. Alors il y a des études qui sont en cours. Ma collègue Paola Forteza a travaillé à faire des comparatifs et dans certains cas à essayer de comprendre quelle est la logique qui a présidé au rejet, mais il y a des cas où on ne comprend pas. Et des cas où des amendements proposés suivent de très près la formulation de la Convention citoyenne pour le climat et se retrouvent rejetés quand même comme étant hors sujet, cavalier comme on dit en langue législative. Dans bien des cas, nous n'avons pas compris ce qui est sûr. Qu'est-ce qu'a dit le Conseil pour le climat? Qu'est-ce qu'on dit la Convention citoyenne pour le climat? Les deux, d'un côté les citoyens, de l'autre côté les experts, les deux ont dit la même chose. Si le gouvernement veut être cohérent avec les ambitions affichées, il doit revoir à la hausse le projet de loi. Justement, les ambitions affichées, c'est le texte de 65 articles qui a été proposé pour rendre crédible l'objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 1990. Tout à fait. Si ce chiffre est atteint, est-ce qu'on pourra dire que cette convention, elle a été utile malgré tout? Je crois que personne ne croit qu'avec les mesures qui sont là sur la table, le chiffre sera atteint. Personne n'y croit. Pour vous, c'est infaisable? Avec le texte qui est là, c'est infaisable. Écoutez, même le gouvernement indique dans son étude d'impact que ça couvre à peu près la moitié du chemin, entre un tiers et la moitié du chemin, le reste dépendant d'autres actions. Mathieu Orphelin, avec la légitimité d'un ancien membre de l'ADEME, l'agence qui s'occupe de faire ce type d'évaluation avec des ingénieurs experts dans les questions énergétiques, a fait chiffrer par ses anciens collègues les mesures et est arrivé à la conclusion que ça représentait quelque chose comme 10% du chemin parcouru. Sans arriver précisément à ce chiffre, le Haut Conseil par le climat, qui sont des experts internationalement reconnus en la matière, ont dit que c'était aussi très en dessous de ce qu'il fallait pour atteindre la trajectoire. Soyons très clairs. Très en dessous donc de ce qu'il fallait. Ce projet de loi n'est pas à la hauteur. Tout simplement. Merci Théo Grévin, merci Cédric Villani. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. On est bien en direct sur Fréquence ESJ avec Cédric Villani. Et si vous avez manqué le début de 20h l'invité, sachez que l'émission est filmée. La vidéo, le replay sera donc à retrouver sur la chaîne YouTube de Fréquence ESJ. Et si vous êtes plus podcast, aucun problème, 20h l'invité sera aussi disponible en audio sur Spotify, Google ou encore Apple Podcast, mais aussi sur le site fréquenceesj.com. La France, pays des Lumières, berceau d'avancées scientifiques, n'est-elle plus que l'ombre d'elle-même? Depuis plusieurs années, l'Hexagone stagne dans les milieux de tableaux de nombreuses enquêtes évaluant les acquis des élèves français et européens. Depuis le début de la pandémie de Covid et le décrochage scolaire de nombreux jeunes, la tendance semble s'empirer. On fait le point sur la santé de l'enseignement en France avec vous, Cédric Villani, sujet que vous connaissez bien puisque vous êtes aussi enseignant-chercheur, et on aborde la question avec Bastien Cochet. Bonsoir Bastien. Bonsoir Manon Blangis, bonsoir Cédric Villani. En 2018, vous avez fait 21 propositions pour améliorer l'apprentissage des mathématiques en France. Est-ce que vous avez l'impression que quoi que ce soit ait changé depuis? Peu a changé. D'un autre côté, c'est assez normal. On est là sur des réformes qui doivent être entreprises dans la durée. Sur les 21 propositions, une bonne partie sont en cours. Lesquelles?
Ça fait déjà 3 ans que vous avez fait ces propositions. Est-ce que vous êtes au courant de ce que Jean-Michel Blanquer a mis en place depuis ? Ce matin, je visitais une école primaire et on a discuté de l'une de ces mesures, la plus importante peut-être, la mise en œuvre de la réforme des formations. On a discuté et on a bien dit, et les conseillères pédagogiques qui étaient là autour de la table nous ont bien dit quelles étaient les difficultés rencontrées, quels étaient les bons points rencontrés. Nous sommes là sur des mesures qui, pour certaines d'entre elles, sont bien en cours et dont l'effet se fera sentir dans des années. Une réforme de l'enseignement sur un sujet aussi délicat, ça prend 10 ans à se faire. Alors, bien 10 ans, ça veut dire c'est même pas sous le mandat du successeur d'Emmanuel Macron ou de son deuxième mandat s'il en refait un, c'est peut-être sous le mandat d'encore après qu'on verra... Alors, une réforme au long cours, d'accord, Cédric Villani. Il y aura 2500 postes à la rentrée prochaine qui seront créés pour l'enseignement du premier degré, donc un bon point pour les recommandations que vous aviez fait. Mais de l'autre côté, pour le second degré, il y a 1800 emplois qui sont supprimés alors que la démographie sont en hausse. Ça, pour le second degré, c'est incompréhensible et je m'en suis ému dans une lettre. Donc pour vous, on déshabille Pierre pour habiller Paul. On peut le dire ça comme ça, mais bien sûr, le moment est très mal choisi. Au moment où, d'une part, la crise sanitaire a montré à quel point on avait besoin d'un suivi pédagogique, d'un suivi dans l'éducation important, à un moment, d'autre part, où les investissements se comptent en milliards ou en centaines de milliards, on ne comprend pas pourquoi on rogne sur quelques postes enseignants. C'est juste, oui, quand je dis quelques, évidemment, c'est beaucoup, mais quand on le rapporte au montant qu'on discute considérable d'investissement, ça semble dérisoire. Par exemple, pour les référents mathématiques que vous vouliez un peu partout en France, il y en a environ 1500 aujourd'hui, mais ces référents mathématiques, ce ne sont pas des créations de postes, ce sont des personnes qui ont déjà un travail, qui sont déjà professeurs. Alors, est-ce que là encore, le gouvernement ne cherche pas à faire encore des économies de bout de chandelle et rechigne un petit peu à sortir le chéquier pour l'éducation, l'une de ses priorités? Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir mettre plus de moyens sur la table. Maintenant, est-ce que c'est au niveau du gouvernement que ça rechigne ou au niveau de l'ensemble de l'administration? Je ne peux pas vous dire. Mais alors, pour vous, il faut des moyens humains? Oui, il faut des moyens humains, mais aussi des moyens financiers. Ça veut dire aussi des charges, ça veut dire des valorisations. Pour prendre juste un point qui est majeur, nos enseignants ne sont pas assez payés. Alors au niveau de la valorisation, ça va changer. Il y aura 100 € net en plus par mois dès le mois de mai prochain. Il y aura une prime d'équipement informatique de 150 € aussi versée chaque année. Selon vous, c'est encore trop faible? C'est encore trop faible et c'est dans la durée qu'il faudra l'apprécier. Mais est-ce qu'en plus avec le contexte actuel, on peut vraiment se permettre de faire encore plus pour tout le monde? Il faut aider aussi tous les secteurs. Est-ce que ici on donne déjà 100 € par mois aux enseignants, 150 € par an pour l'informatique? Vous avez raison, mais permettez-moi d'argumenter que l'enseignement c'est un secteur particulier. C'est le secteur qui construit la nation, c'est le secteur dont dépendent tous les autres. Il faut faire un effort particulier pour ce secteur. Et on sait, la rémunération de nos enseignants, elle est en dessous de la moyenne de l'OCDE. C'est pas appréciable pour une nation c'est pas acceptable pour une nation qui se veut une grande nation d'éducation. Maintenant, je vais aussi parler d'une autre mesure importante. Les formations telles qu'elles sont proposées aujourd'hui, elles sont faites bien souvent hors temps scolaire, c'est-à-dire que les enseignants le font sur leur congé. Il y en a à peu près 40 000 enseignants qui ont été formés en maths cette année, mais à quoi ils sont formés concrètement ces enseignants? Parce qu'on dit qu'on les forme en maths, mais en soi, est-ce qu'ils ont vraiment un enseignement de qualité pour aider les enfants sur le terrain? Une formation réussie, une vraie formation, ça change énormément de choses. L'enseignant que j'ai visité ce matin, qui nous a fait une démonstration remarquable des méthodes qu'il utilisait, nous l'a bien rappelé, nous a montré à quel point les techniques qu'il utilisait, la façon dont il les avait récupérées aussi, en bouche à oreille, en se renseignant auprès des collègues, auprès de centres de formation, combien ça avait changé les choses. Et combien la formation qu'il avait reçue dans le temps avait été importante aussi. Là, on est pour les premiers niveaux, mais pour l'enseignement supérieur aussi, c'est compliqué. Et c'est aussi un secteur très durement touché par la crise du Covid. Là aussi, est-ce que vous avez peur que, à cause de cette crise du Covid, on le sait, il y a beaucoup d'élèves qui manquent de motivation. Est-ce qu'on court vers une baisse générale du niveau des élèves dans le supérieur? Question majeure. Avant de répondre à votre question, je vais
tout de suite, je vais compléter en 2 phrases ce que j'évoquais il y a quelques instants sur les formations. Un progrès majeur qui pourrait venir serait si les formations étaient systématiquement soit rémunérées, soit prises sur le temps scolaire avec des décharges. Ça veut dire plus de moyens, ça veut dire plus de moyens humains et ça veut dire renforcer l'attractivité de ces formations. Et puis il y a une série d'autres mesures qui vont dans le sens de ce qui est déjà en place mais qui le faciliteront. Maintenant, vous parlez des réussites au niveau enseignant, au niveau des étudiants, je vais vous dire, je suis très inquiet pour nos étudiants. On a actuellement une forme psychologique, si je puis dire, qui est très basse. On a un accroissement du sentiment de désespoir, une démotivation de l'ensemble du système. Très rapidement, en un mot, il faut réouvrir les universités. Ah oui, pour moi, il faut réouvrir les universités. Merci Cédric Villani. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESV. C'était il y a un peu plus d'1 an, le bureau exécutif de La République En Marche vous avait exclu du parti pour avoir maintenu votre candidature à la mairie de Paris. On revient sur cet épisode avec vous, Cédric Villani, et sur vos attentes pour 2022. Juste avant d'en parler, c'est un titre de No Doubt, Don't Speak, c'est tout de suite sur Fréquence ESJ, It's and Talk. Fréquence ESJ, il est 20h51, dernière ligne droite dans 20h l'invité avec vous, Cédric Villani, député non inscrit de l'Essonne et conseiller du 14e arrondissement de Paris. Et le 18 juin 2017, Cédric Villani, c'est d'ailleurs la date à laquelle vous êtes devenu député en remportant largement la première élection à laquelle vous vous présentiez. À l'époque, vous êtes investi par La République En Marche et vous êtes l'une des figures du parti. Mais après 4 ans de mandat et des élections municipales qui ont signé votre divorce avec la majorité présidentielle, l'idylle a finalement tourné court. Cédric Villani, on revient avec vous et avec Bastien Cochet sur l'évolution de vos relations avec La République En Marche. Cédric Villani, est-ce que vous regrettez avoir été exclu de La République En Marche ? Non, c'était inévitable, je crois, et à l'époque, ça pouvait sembler être juste une dispute, inclus dans une querelle. Pour vous, il y avait un problème bien plus profond que seulement la mairie de Paris ? On voit maintenant, rétrospectivement, avec les questions de programme, avec tout le travail parlementaire que j'ai pu faire depuis 1 an, et le travail parlementaire qui a été fait depuis 1 an de façon générale, on voit maintenant qu'il y a, sur le fond, des divergences importantes. Et alors, à l'époque de cette candidature dissidente, quelles étaient les différences, les divergences sur le fond ? Celles qui vous ont fait sauter le pas ? À l'époque, je vais vous dire d'abord, sur l'élection divergente, aujourd'hui, quelle est la ligne de La République En Marche ? Pour vous, c'est un manque de clarté dans la politique générale ? C'est quelque chose qui n'est pas clair pour moi. Je ne sais même pas vous répondre. Regardez ce qui se passe aujourd'hui sur le projet de loi climat. À la fois, c'est un texte qui a été lancé par les autorités, par l'État, par le gouvernement, par le président de la République, et c'est un texte dans lequel la majorité est en train de voter quelque chose d'extrêmement tiède. Alors, on a l'impression que vous dites que le gouvernement ne sait pas où il va, mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir été floué en 2017 lorsque vous êtes investi par LREM et que vous vous présentez, que vous êtes un candidat et que vous faites partie de ce parti politique ? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Je dirais, c'est beaucoup moins intéressant que de savoir ce qui se passe dans l'avenir. Oui, mais quand même, sur votre sentiment, vous avez eu l'impression de ne pas savoir vraiment où vous aviez atterri ? On était beaucoup à être nouvellement engagés dans la politique nationale, mais une chose est sûre, on avait été élus pour changer les choses, pour transformer, pour engager le pays dans une démarche de transformation, pour voir les choses en grand. Et pour vous, vous êtes plus à même de le faire en étant en dehors de LREM qu'au sein du parti ? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que est-ce que la loi climat qui est en train d'être votée à l'Assemblée, telle qu'elle se dessine par la majorité, est-ce qu'elle va bouleverser les choses ? Est-ce qu'elle va engager la France dans une trajectoire vertueuse à la hauteur des enjeux ? La réponse est non. Alors on vous voit très en désaccord, en tout cas dans vos propos avec la majorité présidentielle. Pourtant, vous votez à peu près à 84% comme la majorité présidentielle. Donc il y a quand même la majorité des sujets sur lesquels vous êtes d'accord, sur lesquels vraiment vous êtes en profond désaccord. On sait que vous avez voté par exemple contre la loi sécurité globale. J'ai voté contre la loi sécurité globale, j'ai voté contre la loi de programmation pour la recherche, en particulier par des amendements qui avaient été introduits sur les questions de sécurité et de maintien de l'ordre dans les universités, qui pour moi n'avaient absolument
rien à faire dans les universités, des lieux ouverts et avec une grande tolérance en général depuis des siècles et des siècles. C'est d'ailleurs une évolution qui a été... Cet amendement-là a d'ailleurs été censuré par le Conseil constitutionnel. J'ai voté contre la loi pour la réintroduction des néonicotinoïdes. Ce sont des dossiers sur lesquels j'ai été extrêmement engagé. Donc pour vous, absolument impossible de faire machine arrière. Jamais vous ne reviendrez vers La République En Marche. La question, elle est plutôt vers quelle ligne va évoluer La République En Marche. Donc si elle évoluait dans le bon sens, vous seriez prêt à y retourner? Moi, j'ai trouvé la ligne. La ligne s'appelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, écologie, démocratie, solidarité. Aujourd'hui, à l'Assemblée, comme vous l'avez bien dit, je suis non inscrit. Vous l'avez bien dit Manon Blangis tout à l'heure. Ça, c'est officiellement. En pratique, le collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, il existe toujours, avec des personnalités comme Mathieu Orphelin, comme Delphine Batho, comme Émilie Cariou. Nous avons des réunions très régulières, nous formulons nos amendements, et ça, c'est la direction, le programme dans lequel je m'inscris. Alors, Cédric Villani, juste, s'il n'y a pas de candidat écologie, solidarité, démocratie à l'élection présidentielle de 2022, est-ce que vous seriez prêt à soutenir à nouveau Emmanuel Macron? Moi, je vais vous dire d'abord, je suis aujourd'hui, en plus de ce groupe, je suis apparenté au parti Génération Écologie, le parti qui est présidé par Delphine Batho. Et quel que soit... Mais vous n'êtes pas non plus adhérent à ce parti? Je suis adhérent à aucun parti, mais je suis apparenté, je participe régulièrement aux réunions de Génération Écologie. Donc pour l'instant, on a l'impression que vous ne voulez pas trop vous mouiller, vous restez un petit peu au-dessus de la mêlée. Vous savez, après avoir été dans cette extraordinaire confusion pour tout le monde que représentait la campagne municipale, où on a été frappé par les scandales, par les retournements, par les trahisons, par le Covid, par tout ce que vous pouvez imaginer, c'était naturel que je prenne un petit peu d'indépendance par rapport aux différents partis. Il n'empêche, il y a un accord et une confiance très forte entre moi et Delphine Batho et Hubert Julien Laferrière, qui est devenu porte-parole de Génération Écologiste, aussi mon collègue, lui est député du Rhône, c'est aussi mon collègue dans le groupe parlementaire. Et toute décision, tout soutien que je ferai en 2022 se fera dans ce cadre, dans un cadre qui sera concerté avec les députés que je vous ai cités, avec Génération Écologie, avec le groupe EDS. Merci Cédric Villani, merci Bastien Cochet. 1 heure de politique en direct, c'est 20h l'invité sur Fréquence ESJ. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions ce soir pour Cédric Villani et même dans la journée. Merci à tous. On en a donc sélectionné une, celle de Guillaume, qui était cet après-midi à une mobilisation d'étudiants qui luttent contre la précarité. Guillaume vous demande, est-ce que vous seriez prêt, Cédric Villani, à soutenir ou à proposer un revenu de base pour les jeunes, comme le propose par exemple le Parti Socialiste ? Ça fait partie des propositions que nous avons mises sur la table au collectif EDS, une extension du RSA pour qui s'applique dès 18 ans, disons sur la tranche 18-25 ans. Il n'y a pas que le Parti Socialiste qui propose ça, c'est aussi quelque chose que j'ai entendu de la part de Louis Gallois, ancien grand patron de France, emblématique s'il en est, et donc il s'agit de quelque chose qui pour moi est tout à fait raisonnable dans la période actuelle. Aujourd'hui, alors ce serait donc une sorte de RSA donc agrandi pour pour les jeunes de 18 ans, à partir de 18 ans, un RSA qui resterait donc seulement pour la crise sanitaire ou que vous souhaitez pérenniser. Pérenne, absolument. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on en fait assez pour les jeunes justement pendant cette crise sanitaire ? En général, on n'en fait jamais assez pour les jeunes qui ont besoin de toute notre attention. C'est une banalité, mais c'est l'avenir et on est aujourd'hui dans une société qui est pleine d'angoisses et de problèmes auxquels la jeunesse se heurte, héritage ancien. Cette jeunesse, elle souffre particulièrement pendant le Covid pour une raison simple qui peut être vécue comme une injustice, particulièrement par les étudiants. Ce ne sont pas eux, la population à risque, mais ce sont eux qui souffrent très durement des restrictions. Aujourd'hui, les étudiants, on n'en fait pas forcément assez puisqu'ils souffrent encore beaucoup des restrictions sanitaires. Vous savez, je me souviens de l'époque où j'étais étudiant. S'il vous plaît, Cédric Villani. On se souvient de l'époque où on est étudiant. C'est l'époque dans la vie où on a le plus besoin d'interaction sociale, de discuter, de passer des nuits, des soirées, des événements à discuter, à refaire le monde ensemble. Je vois pas comment j'aurais pu me développer sereinement, socialement sans ça. Vous savez, j'étais président de bureau des élèves dans le temps quand j'étais à l'ENS. Merci Cédric Villani. 20h l'invité, en direct jusqu'à 21h sur Fréquence ESJ.
20h l'invité, c'est déjà terminé. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir réagi tout au long de l'émission. Merci Cédric Villani d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes député non inscrit de la 5e circonscription de l'Essonne, mais également mathématicien. Demain sur Fréquence ESJ, c'est votre émission Culture et Divertissement Storytelling présentée par Bastien Cochet. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain dans 20h l'invité, toujours en direct de 20h à 21h. Il est 21h sur Fréquence ESJ. Passez une très bonne soirée en musique. 20h l'invité, c'est jusqu'à 21h en direct sur Fréquence ESJ.